On retrouve Pierre Léco aujourd'hui pour ce 9e épisode de la série Covid-19, fabrique de la panique et braquage des comptes publics. On te voit pas ici, on est dans le Gard, nous Pierre. On pensait te voir, mais tu es invité partout. Ouais, bonjour Alexandre, bonjour les amis de Keros, et puis bonjour à tous. Oui, on m'a invité aussi à venir dans le Gard, mais là j'ai un planning assez chargé, et puis à côté il y a aussi une vie familiale quand même. Il y a Ouais, il aussi faut. un peu de repos à prendre parfois, et donc j'ai décliné l'invitation, mais voilà, je soutiens évidemment toute cette initiative aussi de cette présentation dans le Gard. Où où on accompagne, on assiste à l'université d'été résistante où il y a énormément de personnes que tu connais. Martine Warner qui vient notamment de faire de présenter, de faire un débat. Donc, 9e épisode, hein, on le disait en off, ça a été énormément de travail pour toi, qui débouchera aussi sur un livre. Et tu as aussi énormément de bons retours sur ces épisodes que certains ont tous, je veux dire que les ont tous suivis. Oui, exactement, oui, quand je croise des gens, beaucoup me parlent de la série qu'on a fait. Là, enfin, nos 10 épisodes, c'est assez impressionnant parce qu'on en a quand même fait beaucoup, et puis ça, chacun dure une bonne heure, donc ça fait un paquet d'heures de vidéos. Mais il y a quand même pas mal de gens qui les ont tous vus, qui en parlent, qui pour eux, ça leur a permis aussi de comprendre la totalité des éléments, finalement, en mettant tout ça bout à bout, d'avoir une vision plus large de ce qui s'est passé. Encore une fois, sur un angle, le mien qui est la statistique, hein, il y en a d'autres, hein. Il y a aussi la sémantique, l'emprise totalitaire sur les esprits. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont écrit des tas de choses dans d'autres disciplines. Donc c'est très vaste ce qui s'est passé, mais voilà, vraiment des bons retours, et donc tant mieux si ça a permis aux gens aussi de structurer leur pensée, de comprendre ce qui leur était arrivé. Ouais, et puis comme on expliquait l'autre fois, tout est parti des modèles, notamment de Ferguson, donc l'angle statistique, il y en a d'autres, mais il est essentiel. C'est clair que le niveau de la sémantique du langage est aussi essentiel, mais les statistiques, voilà, tout part de là. Des chiffres qu'on a écoutés comme si ça venait du grand saint. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, tu vas parler d'un point qui est essentiel aussi et d'où tout part, en fait, qui était déjà bien installé avant, c'est-à-dire la finance qui a réalisé un putsch là, exceptionnel. Oui, complètement. Et puis ce qu'on va voir, c'est que ce putsch était déjà annoncé, qu'il y avait déjà eu une tentative par le passé, et finalement, bon, maintenant qu'on a les 8 premiers épisodes finalement montrent en effet ce qui se cache derrière les fameuses statistiques, les modèles mathématiques, pour montrer que voilà, il n'y a pas eu mort, enfin pas de saturation hospitalière, même les malades on les a cherchés, que tout ce qui est soi-disant le spread, la diffusion épidémique, tout ça qui est montré avec des belles courbes, on a montré que c'était pas du tout ce qu'on observait en fait. On a montré également, et c'était un mésusage des statistiques de façon, on va dire, volontaire. Puis pareil pour les efficacités ou la dangerosité des injections, en choisissant les bons chiffres, on réussit à faire dire n'importe quoi. Donc tout ça, on a montré en fait que quand on creuse et qu'on regarde ce qui se passe dans le cœur des statistiques, on a tous les éléments pour montrer que ce qui s'est passé, c'était voilà, une espèce de grande psychose avec des gens qui tirent la couverture vers eux pour gagner du fric ou pour se faire mousser, hein, pour faire dire qu'ils vont protéger les gens. Et là, on va remonter un peu plus loin en regardant qu'est-ce qui relie ces différents acteurs, quels sont leurs intérêts financiers, leurs intérêts de pouvoir, comment tout ça se parle. Et aussi, ça va permettre de comprendre les arguments, les gens qui disent « Ah mais c'est pas possible que tout soit bidon parce que tout le monde fait pareil. » Voilà, ça c'est le principe moutonesque. Je fais comme les autres, puisque je fais comme les autres, c'est que j'ai raison. C'est que C'est c'est bon. la démocratie, quoi, on va dire, l'abrutissement démocratique. Et du coup, là, on va voir que oui, il y a bien des facteurs communs qui font que c'est normal que tout le monde fasse la même chose, puisque tout le monde utilise les mêmes modèles, les mêmes gens qui mettent la pression de la même manière, et derrière, ce sont les mêmes sous qu'il y a derrière. Et c'est pas vraiment tout le monde, mais c'est le monde occidental qui est comme ça. Donc on va voir ce qui relie tout ça. Allons-y. Très bien. Alors, on va commencer par ce qu'on va montrer, c'est qu'en fait, on a une vraie prise de pouvoir sur le monde occidental, mais que cette prise de pouvoir, elle est annoncée. Elle est annoncée depuis longtemps. On va faire ça en 5 actes. On va revenir sur la fameuse pandémie H1N1, hein, qui était une première tentative ratée de prendre le contrôle des différents pays grâce à une pandémie.
ou en utilisant l'excuse d'une pandémie plutôt, c'est plutôt ça qu'il faut dire, et que Qui avait bah, été dénoncé d'ailleurs, Pierre, par le Sénat, on en a parlé, hein, le Sénat c'est français avait... exactement ce qu'on va voir. On va voir qu'en fait tous les ingrédients sont là et il suffit de lire le rapport du Sénat français pour tout comprendre. Comment ça se passe. Donc voilà, finalement, personne n'a lu ce rapport du Sénat, mis à part, bah, on va voir qui, hein, les ténors de cette supercherie à China qui ont compris comment ils avaient raté pour corriger les problèmes, pour ne plus rater le coup d'après. On va voir ensuite la pierre angulaire qui fait que tout le monde fait la même chose et on verra que les cabinets de conseil sont au cœur. C'est eux qui font le relais de tout le bordel, mais sur tous les aspects. On fera ensuite, on passera des cabinets de conseil aux médias qui sont là pour diffuser, à la fois diffuser les messages bien choisis, mais surtout empêcher toute voix dissidente. Voilà, et ça a déjà même été dit en rapport du Sénat, c'est déjà été leur rôle pour H1N1. Ensuite, on verra que finalement le système tient grâce à un principe qui est ce que j'appelle la corruption systémique, pardon, c'est-à-dire que tout le monde a gagné du pognon avec cette histoire, donc tout le monde se tait. Et enfin, on reviendra sur ce que Naomi Klein a dénoncé dans son livre qui s'appelle La stratégie du choc, pour voir que finalement, ça résume très bien ce qui s'est passé depuis quelques années. Et je reviens dessus parce que c'est quasiment la première vidéo que j'ai fait sur ce qu'on a vécu. Voilà, donc c'est rigolo. J'aime bien. Je clôture par finalement le commencement de cette histoire. Tout d'abord, on va revenir sur la tentative ratée du H1N1. C'est le premier essai de prise de contrôle en utilisant la cause de pandémie. Et donc, il y a un rapport du Sénat, du français, que je vous invite à lire. Alors, il est assez long, hein, il y a 200 pages. Moi, j'ai fait avec Florence Pisani, à tous les deux, on a coécrit un article dessus, ça sera dans le bouquin, pour résumer ce qu'il y a à l'intérieur. Mais voilà, tous les ingrédients sont là pour comprendre ce qui s'est passé à l'époque et pourquoi ça a fait pchit. Oui, on se souvient je crois que c'est Jocelyne Bachelot qui, à l'époque, au journal Parler, annonce des centaines de milliers de morts à venir. Mais Oui, ça n'a oui. pas pris. C'est passé exactement la même chose. Et c'est dénoncé dès le début du rapport. C'est que, en fait, à l'époque, là, on est en 2009, et il y a un désir de pandémie. C'est de la part à la fois des experts, donc des gens qui sont là pour dire il va se passer des trucs affreux. En Angleterre, on a déjà Ferguson, hein, qui annonce voilà, des centaines de milliers de morts dès qu'il y a, soi-disant, il découvre un nouveau virus. Et puis chez nous, il y a le relais en France de Antoine Flahault, pareil, qui dit oh là là, c'est la fin du monde. C'est un millénariste, hein, donc il est persuadé qu'on va vers la fin du monde. Et donc là, voilà, ce sont des gens qui espèrent pouvoir briller en annonçant la pandémie. Donc il y a une vraie espérance de leur côté. C'est décrit à l'intérieur du rapport du Sénat. Oui, c'est pour ça, Pierre, je t'arrête 2 secondes, quand tu parles de corruption systémique, on l'avait déjà dit, il n'y a pas seulement la question du pognon, il y a aussi des gens, des frustrés, des gens qui veulent briller, qui veulent être dans les médias, qui veulent avoir leur moment de gloire. Exactement. Et d'ailleurs, ce sont des gens qui se sont fait tourner en ridicule dans cette pandémie-là, cette fameuse pandémie où tout le monde s'est foutu de leur gueule. Il y en a même certains qui ont été virés de l'endroit où ils étaient. Mais bizarrement, voilà, 10 ans plus tard, quand arrive la nouvelle histoire de pandémie, on refait appel à eux. Voilà. Donc, Aucun enseignement n'en a été tiré, quoi. absolument aucun enseignement. Ce sont les mêmes qui reproduisent les mêmes choses et qui annoncent la même catastrophe, alors qu'ils se sont ridiculisés déjà par le passé plusieurs fois, hein. Ferguson, il s'est ridiculisé sur la fièvre afteuse en termes de pareil, ce qui devait décimer l'humanité, la vache folle, enfin, mais tout est pas, enfin, à chaque fois qu'il y a le moindre truc d'annoncer, il sort ses modèles et annonce la fin de l'humanité, mais il fait ça tout le temps. Enfin, c'est vraiment, c'est une constante. Et donc, il y a des experts à la fois qui rêvent de la pandémie pour pouvoir annoncer qu'ils avaient raison. Et puis, il y a Big Pharma, évidemment, qui en fait fait des stocks de tas de trucs, de Tamiflu pour contre la grippe, ou même qui se prépare à faire des vaccins à l'époque à l'appel, de façon à pouvoir vendre des trucs. Donc, Big Pharma, ils ont intérêt à ce que les gens aient peur de façon à pouvoir vendre leurs produits. Et juste un peu avant 2009, les stocks de Tamiflu ont explosé en prévision d'une grippe. Donc tout le monde est prêt, déjà à l'époque, pour pouvoir profiter de la situation d'une pandémie. Je passe directement à là. Dans ce rapport du Sénat, très rapidement, c'est intéressant à lire, ils mettent en cause, mais hyper gravement, l'OMS sur différents aspects. Donc voilà, il faut savoir que dès qu'on critique l'OMS sur Internet, on est censuré. Mais là, je cite le rapport parlementaire, hein, du Sénat, pardon, c'est écrit à l'intérieur que voilà, que c'est l'OMS, c'est à cause de l'OMS que la psychose H1N1 est née. Et notamment sur le fait que ils ont abandonné les critères de gravité. Avant 2009,
pour annoncer une pandémie, une épidémie grave qui allait menacer le monde, il fallait trouver quelque part plein de morts. Ouais. Soit sur un territoire, sur une catégorie de personnes, sur une certaine classe d'âge, mais pouvoir justifier la peur par des morts. Et dès 2000, juste avant cette histoire de pandémie H1N1, ils ont supprimé ce critère. Voilà. Et donc pour pouvoir déclarer la pandémie, il suffisait de dire on a trouvé des malades. Et même pas des malades, c'est-à-dire qu'on a des tests de virus qui disent ah il y a un nouveau virus. Et ça suffit pour déclencher la pandémie sans critère de gravité. Et c'est dénoncé par le Sénat en disant bah voilà, c'est de votre faute. Il n'y avait absolument pas besoin d'avoir peur parce que le soi-disant nombre de malades et de morts, il n'est pas du tout dans les critères attendus. Et ça a continué. Et il y a une autre mise en cause de l'OMS qui est tout aussi grave. C'est le rapport du Sénat dénonce les conflits d'intérêts au sein de l'OMS. Avec le fait qu'ils reçoivent du fric, notamment soit des personnes, des experts de l'OMS ou même l'OMS, bien d'entreprises privées, déjà à l'époque, et donc que ça nuit à leur neutralité. Et ça n'a fait qu'empirer depuis 2009. Donc en 2010, pardon, le rapport du Sénat dénonce ça et dit qu'il faut qu'il progresse. L'OMS promet de progresser et en fait, ça n'a fait qu'empirer. Ils reçoivent de plus en plus de fric, notamment de l'association pour le vaccin Gavi, qui est une fondation privée détenue par Bill Gates, mais aussi d'autres, et les experts sont tous en conflit d'intérêts. Mais voilà, visiblement, ça pose pas de problème. Et ce qui est dénoncé dans le Sénat il y a 10 ans n'a pas du tout servi de leçon. Le Sénat, à l'époque, dénonce aussi les modèles mathématiques. Ça, c'est rigolo. Voilà, on a parlé de Ferguson. Donc, selon les modèles mathématiques, tous les modèles mathématiques ont été utilisés. Donc, s'il venait de Ferguson, qui avait annoncé des centaines de milliers de morts, mais aussi en France, voilà, celui conçu par l'INVS et l'ICERM qui prévoit entre 7000 et 100 000 fois et 100 000 morts à cause de ce virus. Et donc, voilà. Flao, on en a parlé, qui disait qu'il pourrait tuer 30 000 personnes en France, machin. Et en 2010, quand il faisait le comptage des gens qui ont été déclarés comme morts suite à l'infection grippale dite H1N1, ils ont compté 312. C'est-à-dire que c'est zéro. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas être certain d'avoir quelque chose qui se soit répandu de l'ordre du H1N1 et qui aurait tué des gens. Par rapport à une population française dont il meurt 500 000 personnes par an, vous voyez bien que quand on compte au bout d'un an 312 morts, c'est qu'on est même plus bas que la certitude, quoi. Voilà. Ouais, Donc, donc si on publiait tout ça sur les réseaux sociaux maintenant, ça serait avec certitude censuré. C'est ça qui est quand même énorme. voilà, mais c'est dans le rapport du Sénat. Voilà, les modèles prévoyaient des centaines de milliers de morts chez Ferguson, même 100 000, mais jusqu'à 100 000 dans le cas de l'INVS français, et pour au final, mais du zéro, quoi. Et donc voilà, ils dénoncent le fait qu'ils aient pris les modèles mathématiques au sérieux. Et donc Flao s'est défendu en disant oui, mais c'était des modèles comme ça, c'est pas prédictif. Sauf que le plus bas qu'ils aient estimé, c'était 6400. Vraiment, alors là, attention, si vraiment c'est un virus qui tue personne, machin, ça fera quand même au moins 6400. On a compté 300. Bref. Un autre aspect qui est très intéressant à l'époque, c'est que le débat était interdit également, voilà, entre ceux qui annonçaient la catastrophe et ceux qui disaient mais arrêtez, il ne se passe rien. Il y a une censure totale de toute voix dissidente de façon à fabriquer artificiellement un consensus. Alors j'espère que ça résonne à vos oreilles quand même. Donc dès 2009, voilà, on fait taire toute personne qui oserait dire que la situation n'est pas catastrophique ou qu'on pourrait la régler ou qu'en fait tout cela est une vaste supercherie. Et donc voilà, il y a la fabrique artificielle d'un consensus c'est écrit un consensus paralysant, c'est-à-dire que sans débat, de toute façon, tout le monde pensait qu'il n'y avait qu'une seule vérité et que c'était forcément ça. Alors qu'évidemment, il y a plein de voix qui s'élevaient à l'époque. Ensuite, il y a tout un paragraphe sur les autres. On a parlé de l'OMS, mais il y a plein de choses sur les conflits d'intérêts. Et notamment le fait que Big Pharma finance les différents experts qui s'expriment sur le sujet. Donc là, voilà, il y a tout un truc, dire que voilà, il faudrait quand même garantir la transparence de l'expertise par l'application des lois existantes. C'est-à-dire que normalement, il y a des lois en France pour empêcher les conflits d'intérêts, mais tout le monde s'en fout. Et puis voilà, ça s'est pas arrangé depuis. Donc vous voyez il y a plein de reportages qui ont été faits là sur les sous gagnés de Big Pharma sur la part de chefs de service qui s'expriment à la télé, chefs de service hospitaliers, notamment sur comment ça s'appelle en maladies infectieuses. Voilà, mais tous les conflits d'intérêts sont là, ils s'expriment quand même. Et puis voilà, ce qui est écrit dans le rapport H1N1, on s'en fout.
Il y a aussi les conflits d'intérêts évidemment sur le coût de la vaccination parce que quand même, déjà à l'époque, donc ils ont vacciné quasiment personne, ils ont tout foutu à la poubelle, hein. Ouais. Heu, Pardon? J'ai dit, oui, en Belgique aussi, ils ont jeté des dizaines, des millions de doses. Oui, c'est ça. Bah, du coup, vous voyez, il y a écrit pour le H1N1, ils avaient dépensé déjà à l'époque 1,5 milliard d'euros. Voilà. Donc, là, ils disent quand même, c'est quand même cher. Surtout qu'il y a des conflits d'intérêts, que ceux qui ont gagné du pognon et sont en lien avec les décideurs publics, avec les experts aussi, que tout ce petit monde s'arrose là derrière et qu'au final, ça ne servait rigoureusement à rien. Ah bah tiens, je vais revenir un peu. J'ai pas mis la slide, mais c'est écrit noir sur blanc dans ce rapport que ça ne servait absolument à rien. Ils en sont convaincus à l'époque que la vaccination H1N1 n'a eu absolument aucun intérêt, aucun impact, et que d'ailleurs, c'est même écrit, il y a même une phrase disant que même la vaccination grippale en général, bah, les signes qui sont à notre disposition, on a plutôt des gens qui pensent que ça sert à rien. Donc c'est même... Enfin, Pardon? enfin, pour les entreprises pharmaceutiques, c'était sympa, quoi. Ça a été une petite rentrée financière. Ça reste sympa tous les ans, hein, c'est un gros succès de vente, les gens adorent ce truc-là, mais c'est écrit dans le rapport du Sénat que globalement, à minima, il y a des doutes et c'est même écrit que ce serait bien de créer des organismes pour vérifier que ça sert à quelque chose, ce qui n'a jamais été fait. Voilà. Donc c'est écrit noir sur blanc, mais voilà. Aujourd'hui, évidemment, on serait censuré de dire des choses comme ça. Là, au moins, bon, j'espère qu'on peut quand même citer ce rapport du Sénat, qui est toujours en ligne. C'est quand même quelque chose d'un peu sérieux. Bon, évidemment, on n'a tiré absolument aucune leçon de ce qui s'est passé. Et tout ce que je viens de vous montrer sur H1N1, hein, globalement, on a vécu rigoureusement la même chose. Aucune des conclusions du rapport du Sénat n'a été prise en compte. Et s'il y a une seule type de personne qui a lu ce rapport, bah, finalement, c'est Big Pharma, la finance, C'est ça. qui a compris comment corriger ses erreurs. Maintenant, pourquoi est-ce que donc on n'a pas pris les mesures de ce rapport? Visiblement, tout le monde l'a oublié, même au sein du Sénat d'ailleurs. Mais là, c'est poser la question, comment ça se fait que finalement tout le monde a fait la même chose? Et c'est là que rentre la pierre angulaire du système, que sont les cabinets de conseil, et c'est vraiment le dénominateur commun de tous les pays qui ont mis en place la même politique. Alors, pour les cabinets de conseil aussi, là, je me base sur un rapport du Sénat, qui est assez récent, hein, l'année dernière, Sénat français, qui a fait un rapport sur les cabinets de conseil et qui montre que, bah, les dépenses pour les cabinets de conseil ont complètement explosé ces dernières années. Donc, il y a eu évidemment l'effet Covid 2020, là, avec jusqu'à 600 millions d'euros. Et ça, ce sont les coûts non cachés. Parce que derrière, il y a des coûts cachés qui ne sont pas capables d'estimer. Mais même en coût officiel, on va commencer à friser 2021 le milliard d'euros là pour les cabinets de conseil. Donc c'est complètement énorme. Bah, ça veut dire que globalement, ce sont les cabinets de conseil qui font les lois, qui disent ce qu'il faut faire au gouvernement. Donc tout ce qui est parlement, tout ça, vous oubliez. De toute façon, voilà, vous savez, la démarche parlementaire d'aller voir les citoyens, de faire des rapports, d'auditionner des gens. Bah non, en fait, derrière, vous avez des cabinets de conseil qui écrivent directement les trucs, qui balancent ça, et puis le gouvernement exécute. Donc on a une vraie prise de pouvoir de toute la politique en France où bah, c'est avec nos impôts. Avec nos impôts, on paye le fait d'avoir des cabinets privés qui disent ce qu'on doit faire. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Et ça concerne absolument tous les pans de la société, hein, depuis la manière dont on doit gérer nos finances, même les armées. Hein, voilà. Voilà, donc ce sont des puissances étrangères, notamment américaines, qu'on paye pour nous dire comment est-ce qu'on doit gérer notre armée. C'est très intéressant. Ministère de l'Intérieur aussi, hein, il ne faudrait quand même pas trop que les gens se rebellent. Transition écologique, la manière de gérer les minima sociaux, voilà. Donc, en fait, on est piloté par des gens qui viennent dire à nos politiques comment il faut faire. Oui, et puis on voit aussi souvent des ministres, en tout cas des gens placés, qui ont des fils ou des filles chez McKinsey. On pense à Ursula von der Leyen, mais aussi, je ne reviens plus sur son nom, le ministre français. Oui, il y a Laurent Fabius aussi. Laurent Fabius, voilà. Voilà, mais on va y venir un peu après. Et là, c'est même écrit il y a des petites pépites dans le rapport parce qu'en fait, ils disent que bah, même quand on paye très cher les cabinets de conseil, des fois, il n'y a rien au bout. Voilà, par exemple, 500 000 balles pour un rapport sur l'avenir du métier d'enseignant, bah, rien, il n'y a pas de rapport. Plus de 500 000 balles pour BCG EY pour organiser une convention des managers de l'État en 2018, mais comme il y avait les gilets jaunes, bah, on a annulé et derrière, rien. Donc voilà, 600 000 balles, bah, bon. Presque 1 million d'euros pour la réforme des retraites, mais en fait, on l'a pas fait. Enfin, donc, il y a, en plus d'avoir des coûts exorbitants et qu'en plus on se laisse piloter l'extérieur avec nos impôts, bah, des fois on paye et puis au bout, bah, il y a rien, mais ça pose pas de problème, visiblement.
Et là, ce que tu racontais, Alexandre, oui, bah, je vous invite à aller voir le Twitter de Philippe Duval. Donc ça, il commence à dater un peu ce petit poster. Maintenant, il est gigantesque. Ouais, Donc, c'est pas il met mal. en bleu les personnalités politiques importantes. Ici, vous avez Macron, vous avez Gates, ici, vous avez Jean Castex. Ici, bah voilà, vous avez Fabius, Juppé, et vous avez les liens qu'ils ont avec des personnes qui sortent de chez McKinsey, qui sont tous en rouge. Alors, vous avez des frères, des sœurs, des maris, des femmes, des On ex-conseillers. va aller voir ça. Enfin voilà, en fait, c'est une grande famille. Les liens entre le pouvoir et McKinsey, globalement, bah, la plupart des trucs se doivent se discuter au moment de couper la dinde de Noël, quoi. C'est là qu'ils doivent décider les réformes à faire. Enfin, tout ça, c'est la même famille. Voilà. McKinsey, ça vient du pouvoir, c'est le pouvoir qui y retourne. Enfin, c'est des allers-retours permanents. Et puis, voilà, des liens qui sont absolument évidents entre les différents personnages. Donc, on est dirigé en quelque sorte par des idées qui viennent de ce genre de cabinet. McKinsey, non seulement par cooptation d'une part, ou par le fait que c'est très poreux entre les deux mondes, mais aussi parce qu'on les paye pour ça. Puis voilà, dans le rapport du Sénat, il montre les chiffres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui montrent les allers-retours entre des grands fonctionnaires et puis les nombres de cabinets. Donc vous avez même des officiers généraux, là, 54, qui créent des activités de conseil, voilà, après qui se font rémunérer, des anciens ministres, des agents de la fonction publique, voilà, même le rétro-pantouflage, c'est-à-dire, bah voilà, j'ai bien fait bosser un cabinet de conseil et derrière, il me file un poste où je fous rien, mais il me paye grassement. Enfin, il y a tout un tas de trucs, tout est documenté sur la porosité, et normalement, tout ça, ça devrait être interdit si on était mené correctement, mais ça n'existe pas. Vous pouvez lire aussi tout un bouquin du Canard enchaîné qui s'appelle Nos très chers banquiers, où pareil, ils font la porosité entre les grandes banques et les hauts fonctionnaires des finances publiques, voilà, où montre qu'en fait, voilà, en étant bien gentil toute sa carrière, on chope un bon poste après, en étant bien gentil, je veux dire, en n'étant pas trop méchant avec les banques toute sa carrière, derrière, on chope un bon poste chez eux, et puis ça pose de problème à personne d'avoir ce genre de choses. Donc il y a Ouais, vraiment. pourtant, ça Oui. décrédibilise toutes les décisions, ou en tout cas la plupart des décisions qui sont prises par les gouvernements. Et on peut dire, comme les médias dont tu vas parler juste après, que sans eux, le Covid n'aurait pas pris. Bah, oui, il y a enfin, tout cela, c'est ce qu'on a vu pour H1N1, tout ça, ça part de modélisation mathématique, de gens qui se font conseiller en disant qu'il faut faire ça enfin voilà, qu'il faut mettre telle politique en place. Les médias sur lesquels qu'il faut faire pression sur les gens pour leur faire peur parce que c'est quand même dangereux ce qui nous arrive. Et tout ça participe en effet au début d'un système qui s'emballe, avec des intérêts financiers lourds derrière. Voilà. Et tout ça, ce qui est dramatique, c'est de se rendre compte avec ce rapport du Sénat que on n'a pas de souveraineté. On a une prise de pouvoir de puissance extérieure, qui sont financières, mais aussi qui ont des liens avec le pouvoir, notamment américain, qui viennent nous dire comment il faut faire. Donc on n'a plus de souveraineté nationale. Et c'est même eux qui disent qu'on doit faire de l'armée. Enfin, on a un problème. Oui, de l'enseignement aussi. Ici en Belgique, McKinsey met en place avec le gouvernement ce qu'ils appellent le pacte d'excellence pour nous dire ce qu'il faut faire en matière d'enseignement. On sait les dégâts que ça va faire aussi, hein, donc ils sont partout. Oui, ils sont absolument partout, mais ils sont payés pour ça. Voilà, enfin voilà, faut voir comment ils travaillent aussi pour avoir la chance de rencontrer. Enfin voilà, ça vole pas haut, quoi. Ils redistribuent une espèce d'idéologie qui se fournissent tous en se tapant derrière l'épaule, en se croisant tous, notamment en Suisse ou en Belgique, là où il y a les grandes instances. Mais c'est mauvais. Enfin, la totalité de ce qui est produit, de ce qui est proposé pour réformer tout ça, c'est nul. C'est pas bon. Ça cache Ouais, même ouais, pas la misère intellectuelle de ce qu'il y a derrière, tellement c'est grossier que ce qu'ils font, c'est pour arroser des copains et c'est ça. détruire le système en place. Enfin, Voilà, c'est ça. c'est grossier. L'objectif. L'objectif est aussi de détruire le système en place et ce qui reste de service public. Évidemment, le service public, ça rapporte pas de pognon aux gens qui veulent en profiter. Donc, la meilleure manière de détruire un service public, c'est de le rendre nul à chier. Comme ça, les gens s'en séparent volontiers. C'est Ouais, probablement ce qui est en train de se passer avec tout l'enseignement. Voilà, j'ai des gamins à l'école, ils ont même plus de profs. Pour certaines matières, il n'y a plus de remplaçants, c'est le bordel partout actuellement. Et quand les gens seront dégoûtés du système, du système scolaire gratuit, on passera au payant. Et puis voilà, et puis ils feront semblant d'être contents. Et le système scolaire payant, comme aux États-Unis, ça s'est fait, c'est voilà, on met des écoles privées qui ramassent un tas de pognon, et ensuite c'est le gouvernement qui prend nos impôts et qui leur file. Donc t'as pas l'impression de payer non plus, ça coûte juste plus cher. Voilà, bref. Mais c'est ça, c'est comme ça pour tout.
L'objectif, c'est vraiment en effet, de détruire, de rendre nul un service public de façon à pouvoir justifier le fait qu'il faut s'en séparer. Pour revenir à la commission d'enquête, voilà, elle dénonce, des risques, ce qu'ils appellent des risques déontologiques. En fait, c'est les manières de procéder des cabinets de conseil. Bah, du coup, d'une part, les conflits d'intérêts, c'est-à-dire que les cabinets de conseil, ils ont des clients. Donc l'État fait appel à eux, mais derrière, ils ont des clients. Bah, les clients des cabinets de conseil, notamment, c'est Big Pharma. Donc quand on a, un État qui demande à McKinsey de piloter sa politique sanitaire, l'autre client de McKinsey, c'est Big Pharma, bah, il met une politique sanitaire qui arrange Big Pharma. Enfin, c'est juste évident, c'est écrit dans le rapport, mais bah, c'est normal. Ils bossent. Surtout qu'ils payent mieux, sans doute. Ah oui, probablement. Enfin, vu tout ce qu'on a payé au cabinet de conseil, je sais pas trop, c'est difficile à dire. Il y a le pied dans la porte, c'est très, très rigolo, ce qui s'appelle les prestations pro bono. C'est-à-dire que l'État annonce qu'il va réfléchir à un truc et là, pof, tu as McKinsey ou un autre qui dit: «Bah, je vous détache un type, c'est gratuit, il va venir dans le groupe de réflexion et puis, bah, c'est nous qu'on paye et vous inquiétez pas». Mais le type qui est dans le groupe de réflexion, évidemment, qui bosse pour McKinsey et donc pour ses clients et donc qui va apporter gratuitement des conseils qui consistent à acheter les prestations de ses clients, point. C'est comme ça que ça marche. Et puis, bah, la porosité, on l'a vu, c'est voilà, le pantouflage. Bah, on recrute d'anciens responsables et donc c'est très clair que les anciens responsables savent que quand on est gentil avec McKinsey, ils vont se faire embaucher par McKinsey, qui va les payer grassement pour leur carnet d'adresse. Enfin, tout ça, c'est tellement évident. C'est dans le rapport du Sénat, voilà. On a eu un article intéressant là sur Mediapart concernant justement McKinsey, des prestations offertes, jeux d'influence, la révélation sur McKinsey et Emmanuel Macron, sur la campagne de 2017 d'Emmanuel Macron, où McKinsey a en effet fait des prestations pro bono, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé des types qui étaient payés par McKinsey, mais gratuitement pour aller aider Emmanuel Macron à faire sa campagne. Donc voilà, ça c'est l'exemple de prestation où, petit point d'interrogation, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit conflit d'intérêts où Emmanuel Macron, qui a été largement aidé par McKinsey pour gagner sa campagne 2017, aurait pas, disons, un certain esprit très ouvert et Un disons, petit renvoi d'ascenseur. oui, il regarde d'un bon œil au moins McKinsey. Voilà, petite question, voilà, comme ça, tout à fait innocente. N'y a-t-il pas un petit problème? Et donc là, j'invite tout le monde ensuite on ne voit pas, je vais le mettre là, à lire l'article qui a été publié par Aude Lancelin en 2017 qui s'appelle Macron un putsch du CAC 40, voilà, qui montre comment Macron s'est fait financer sa campagne par tout le CAC 40 qui s'était mis d'accord. Et puis donc là, on a vu McKinsey. Donc c'est plus loin que le CAC 40. Ah oui, Aude Lancelin, à cette époque-là, elle s'est fait virer de l'Obs pour avoir osé écrire cet article-là. Ils n'ont pas voulu le diffuser. Donc c'est après qu'elle s'est lancée, d'abord le média, puis maintenant QG. Voilà. Donc on a quand même un entrisme, on a une porte d'entrée de l'ensemble des cabinets et puis du CAC 40 et en fait de la haute finance qui a, bien d'après Mediapart, œuvré, et puis d'après Aude Lancelin, œuvré pour choisir son candidat à mettre à la tête de la France. Voilà. Donc c'est intéressant qu'on a eu cette histoire de pandémie une fois qu'on avait à la tête du pays quelqu'un qui avait des liens très intéressants avec McKinsey et puis avec toute la haute finance. McKinsey, quand je vous disais qu'ils avaient des clients chez Big Pharma, ça vous faites un imp-écran de la page d'accueil de McKinsey.com, voilà. C'est écrit: nous avons ainsi contribué au développement de 8 des 10 principales marques de médicaments sur ordonnance, à la conduite de 8 des 10 plus grosses opérations de fusion-acquisition du secteur du médicament. Voilà. Donc McKinsey, sa spécialité, c'est notamment d'avoir des clients dans Big Pharma pour générer un pognon de dingue et faire des fusions-acquisitions de façon à ce qu'ils soient tous de plus en plus gros et puis bouffent tout le marché. Donc voilà, McKinsey, c'est un spécialiste de la fusion-acquisition du secteur du médicament. Donc c'est pas anodin quand on fait appel à McKinsey pour des questions dites sanitaires qui nous propose de passer par c'est le réseau qui connaît le mieux. Si on veut aller un petit peu plus loin et vous regardez les principaux acteurs de Big Pharma avec qui les États ont travaillé dernièrement, c'est-à-dire Pfizer, AstraZeneca, Moderna et Johnson & Johnson, et vous regardez par qui ils sont détenus. Et là, vous tombez sur la haute finance américaine. Donc, ce sont des hedge funds, ce sont des fonds de pension américains, qui sont tous aux États-Unis et qui détiennent tout. Donc voilà, on retrouve qui sont évidemment des grands philanthropes, c'est bien connu, Évidemment. tous ces gens-là.
et qui détiennent également Facebook, Twitter, Google, donc YouTube, Microsoft aussi. Donc c'est intéressant que ce sont les mêmes qui possèdent aussi les différents grands médias de masse Qui et que du censurent. coup ce soit interdit de critiquer Big Pharma sur les grands médias de masse. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un voit un rapport entre ce qui s'est passé. Attention, attention, Pierre, tu sombres vers le complotisme, j'ai l'impression. Euh, Le curseur, tu vas dépasser la ligne rouge. Oui, oui, je vais peut-être dépasser la ligne rouge en disant que finalement, ce sont les mêmes groupes qui possèdent Big Pharma et qui possèdent les médias de masse. Et du coup, on n'a pas le droit de critiquer Big Pharma sur les médias de masse. Mais j'arrêterai la réflexion ici parce que voilà, il est interdit d'aller plus loin. Voilà, Euh, chacun a ses propres fake news, en gros, quoi. En Exactement. fonction de ses intérêts. Et puis Microsoft Corporation, chacun sait, voilà, dont le personnel le plus connu, c'est Bill Gates, qui est aussi le fondateur et le président de Gavi, hein, l'Alliance pour le vaccin, qui veut vacciner la planète entière. Et Gavi, du coup, qui finance, qui est le premier financeur de l'OMS, voilà, pour dire qu'il faut vacciner tout le monde. C'est intéressant. Qui finance également, qui donne plein de pognon. Ah oui, le pognon que donne Bill Gates, c'est en ligne. Il s'en vante. Ouais. Bill et Melinda Gates, leur fondation, vous pouvez télécharger le fichier Excel où ils disent tout le pognon qu'ils ont filé donc, à l'OMS, aussi aux différents CDC, hein, là où travaille Anthony Fauci, voilà, qui reçoit du pognon de Bill et Melinda Gates. Pardon. L'Imperial College of London, c'est là où bosse Ferguson. Voilà, donc Ferguson reçoit plutôt l'Imperial College reçoit du fric de la part de Bill et Melinda Gates. Et puis, du coup, est dans le catastrophisme permanent pour réussir à vendre des vaccins. C'est intéressant. L'université d'Oxford, c'est eux qui ont travaillé avec AstraZeneca, eux aussi, ils sont financés par ça, tout est public. Et puis, ils financent aussi voilà, la BBC ou bien encore Le Monde, qui a reçu 4 millions. Voilà, donc ils s'en vantent. Donc ce personnage-là se vante d'arroser tout cela qui sont au centre de ce que nous avons vécu pendant 2 ans. Voilà, Ouais, ici en Belgique, ils financent énormément d'institutions, et notamment la KU Leuven, l'université de Leuven, d'où sont partis énormément d'experts et le narratif sur le Covid. Mais voilà, c'est sans doute du hasard tout ça. Oui, on en viendra sur les médias, mais en fait, les gens qui travaillent là-dedans, il n'y a même pas besoin on va dire, de leur mettre la pression. Ce sont des gens qui sont même convaincus par ce qu'ils font. Donc, il y a un filtre qui s'est fait au fur et à mesure des années où ne reste à l'intérieur de ces trucs-là que les personnes qui sont convaincues que ici, on a le bienfaiteur de l'humanité qui veut sauver notre vie. Donc, en fait, il y a presque même plus besoin de pression d'un certain totalitarisme. Ils se sont sélectionnés. Voilà, il ne reste plus qu'eux. Aude Lancelin, d'ailleurs, l'explique très bien dans son livre Le Monde Libre, je pense. Que je n'ai pas lu. Je ne pourrais pas en parler. Un petit point maintenant sur la stratégie des médias, parce que là, on a vu le cabinet de conseil qui sont au centre de tout ce bazar, ou avec des intérêts financiers qui sont évidents, mais qui sont documentés par les rapports du Sénat. Et là, on a vu les médias faire une pression énorme. Je vous rappelle H1N1, le Sénat qui dénonce le faux consensus et la pression énorme qui est faite avec tous ceux qui ont raison pour dire qu'il ne se passait rien. Voilà. Et donc là, on a vécu vraiment une chasse aux sorcières des médias qui a été incroyable. Alors avec des tas de trucs, voilà, donc là les différents fact-checkers, check news, factuel, décodeurs, machin, et qui mettent partout, la vérification c'est sur Figaro, et qui mettent faux, debunk, voilà, dès qu'il y a un article fake news, dès qu'il y a un article qui sort et qui n'est pas en accord avec la ligne, paf, on lui colle un article sur le dos, et puis on dit que ce sont des gros méchants qui sont des menteurs et qui nous veulent du mal. Donc moi j'en ai fait les frais, hein, voilà, 2 petits Moi exemples. aussi. On a tous fait les frais. Mais Laura Toubiana, Laurent Mukeli, avec qui je travaille, Vincent Pavant, mais tout le monde en a fait les frais. On diffuse un truc et puis on se retrouve derrière avec un article sur le dos qui est accusatoire, qui nous disent que ce qu'on raconte est faux. C'est vraiment, vraiment incroyable ce qui s'est passé. Aucun droit de réponse, évidemment. Enfin, absolument rien. D'ailleurs, voilà, Le Monde, moi, c'est les premiers, on va dire, assez connus qui ont fait un article contre moi quand j'ai expliqué que j'ai fait une comparaison entre Covid et grippe. Donc, ils ont dit qu'évidemment, c'était faux. Mais peut-être qu'il faut que je les remercie parce qu'en fait, la chaîne est devenue visible à partir du moment où ils ont fait ça. Autrement, avant, moi, j'étais vraiment plutôt petit. Je faisais des trucs dans mon coin. Ça m'intéressait pas forcément. Ça m'intéresse toujours pas forcément de faire des milliers de vues. C'était pas objectif. Je voulais juste mettre ça en ligne et ils m'ont donné une visibilité, mais qui est incroyable à faire ça. Enfin, bref. Ce qui montre aussi, voilà, vous voyez le niveau. Je vous parlais des
des cabinets de conseil où franchement ça vole pas haut, mais alors du côté des journalistes en termes stratégiques, voilà, c'est vraiment les premiers à donner de la visibilité à des gens, dont qui voudraient faire taire. Donc c'est un paradoxe incroyable, mais ça montre juste qu'ils ont absolument mais il y a rien derrière, il y a pas de stratégie, il y a pas de pilotage stratégique. Tous ces gens-là, partout, voilà, c'est une espèce d'incompréhension de leur part, des Ils bons veulent se persuader qu'ils sont dans le camp du bien. exactement, c'est la dictature du camp du bien, puis du coup, vous voyez qu'il y a pas une once de stratégie intelligente derrière. Puis j'ai aussi un autre petit média là qui s'appelle, Fast and Furious, donc pour regarder comment ce média a été créé, c'est assez bizarre et donc ils passent leur temps à faire ce genre de choses. C'est-à-dire, bon, dès qu'il y a un truc, qui déplaît au pouvoir, ils font un petit article, pour dire à quel point c'est faux et ils diffusent que des trucs comme ça. C'est voilà, c'est intéressant comment ce genre de média naît. D'ailleurs, évidemment, ils essaient de surfer sur, par exemple, qui a commencé à avoir un certain nombre de vues, ça leur permet de se faire un peu de pub, de dénoncer quelqu'un. Donc ils essayent de grappiller comme des parasites. Ils Ouais. s'accrochent aux fesses des gens, qui commencent à avoir un petit peu de vues de façon à grappiller ce qu'ils peuvent, quoi. Donc c'est un comportement parasitaire qui est assez exceptionnel. Et du coup, ils ont tous la même méthode à chaque fois. Voilà, bon, je ne veux pas m'éterniser dessus, mais c'est toujours la même chose. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils font une attaque ad hominem en disant, voilà, alors au début, il fallait pas m'écouter parce que j'étais un inconnu, puis là, je deviens, voilà, c'est quoi qu'ils ont il dit, voilà: «Je suis une égérie Là, des complotistes». Voilà, la nouvelle égérie des complotistes et des désinformateurs. Donc ça, c'est un titre, du coup, qu'ils m'ont accordé en 2021. J'ai pas reçu de prix pour ça, c'est dommage. ah Voilà. ouais, Mais s'il y avait d'autres gens dans la course pour 2021, c'est mort, hein, c'est moi. ouais. Voilà, donc ça, c'est Ils t'ont l'attaque mis ad dans une case, c'est fini. Ouais, donc Le Monde, ils avaient dit: «Lui, c'est un inconnu, il faut pas l'écouter» et maintenant, quelques mois après, il fallait pas m'écouter parce que je t'ai connu. Donc c'est l'intervalle l'intervalle auquel faut être, il est pas énorme. Après, ils font, voilà, des trucs genre faire une question rhétorique. Là, ils font semblant de se demander: «Ah, je dis qu'il y aurait des pics de mortalité en même temps que les injections. Comment ça se fait que je dis en même temps qu'il y a pas de surmortalité globale?» C'est simple, c'est juste pas la même échelle, hein. Quand vous avez, je compte, il y a quelques morts de trop qui sont visibles sur absolument à chaque fois qu'il y a des grandes campagnes, à ces instants-là pour une certaine catégorie de population, mais sur les dizaines ou centaines de milliers de morts en tout sur une année, ça se voit pas. Donc, il y a absolument aucune contradiction là-dedans, c'est pas la même échelle. Mais voilà, ils font semblant de poser des questions de façon à faire semblant d'avoir compris des choses. Ou bien là, ils m'accusent de faire du cherry picking. Vous savez, c'est le fait de choisir qu'une partie de données à montrer. Comme ils Ils font là, quoi. reprennent mes propres tableaux. Alors là, ils tombent clairement dans le piège laissé, c'est rigolo. C'est que j'ai montré pour Israël que exactement au moment des injections, il y a des hausses de mortalité. Et pour chaque tranche d'âge, ça se monte tout pile. Vous voyez, courbe orange, nombre d'injections, on l'a vu, puis nombre de morts, les barres bleues, et ça marche très bien. Et ils disent: «Ah, mais c'est qu'un menteur, regardez, il y a d'autres pics qui existent à d'autres moments». Parce que oui, ça c'est sûr, hein, il y a des causes de mortalité, il n'y en a pas une, il y en a tout le temps. Et puis je dis toujours, moi j'observe une corrélation, hein, je peux pas prouver qu'il y a de toute façon avec les statistiques, on peut pas prouver de cause et donc il peut très bien y avoir des hausses à d'autres moments, mais c'est intéressant d'en avoir toujours, au moment où il y a les campagnes. C'est juste ça que je dis et puis, le fait qu'il y ait des hausses après, est-ce qu'on n'aurait pas des effets à moyen terme ou voilà, des petites doses de rappel, tout ça? Heu, question ouverte, mais du coup, question qu'on peut se poser, mais c'est rigolo, du coup, ils tombent dedans. Ouais, c'est Voilà. typique du réflexe journalistique, des mainstream, il a son idée et il vient dans le réel pour essayer de la prouver. Oui, c'est ça, et puis, donc en effet, limite, c'est presque une perche, quoi, de gens qui voudraient bosser sur le fait, est-ce qu'il y a un rebond de mortalité après la première, le 1er pic de mortalité observé pile pendant les injections, voilà, la question est ouverte. Et puis après, ils accusent de faire partie d'un. Alors ça, c'est très drôle parce que ils nous traitent de complotistes en disant que nous, les complotistes, on fait partie d'un grand complot, un grand complot mondial des complotistes qui seraient d'accord qui s'organiseraient pour prêcher la mauvaise parole et pour vous induire en erreur. Donc en fait, ils font des liens et donc en effet, cet article-là que j'avais écrit après avoir discuté avec Steve Oana et Alexandra Orion-Caude. Et donc ils m'accusent de faire partie du réseau d'autres complotistes et donc finalement de faire partie d'un complot. Donc ça, c'est les mauvaises fréquentations, voilà. Mais ils font tous ça. Ils disent: ah regardez, il a publié sous France Soir, ou bien regardez, Ouais.
il a discuté avec quelqu'un, il a publié un article avec quelqu'un qui est aussi un complotiste. Donc ça, c'est hyper intéressant de leur part. Donc voilà, les C'est fact-checkers, pardon? c'est la contamination complotiste, Pierre. C'est ça. Donc nous sommes les complotistes qui faisons partie d'un complot de complotistes. Voilà. Perspective en abîme. Ben oui, c'est c'est génial. La presse mainstream, il y a des complots officiels et le complot des complotistes. Il y a aussi différents autres complots, hein, le complot russe permanent, etc. Mais voilà, il y a le grand complot des complotistes qui est la théorie des médias mainstream. Ah, on l'a vu sur l'article sur Fakir. Exactement, et ça, je voulais finir par ça sur les médias. Allez lire l'article sur Fakir. Il est excellent. Moi, journaliste au Fantôme au service des lobbies, où c'est un journaliste qui témoigne et qui raconte qu'en fait, pour gagner un peu de rond, parce que ça gagne pas grand-chose journaliste, bien, il a accepté pendant des années d'écrire des faux articles. Donc, c'est-à-dire, il y a un financeur, voilà, inconnu avec un code, qui appelle l'agence pour laquelle il bosse, voilà, ce journaliste-là, et qui commande un article sur mesure pour défendre tel ou tel dictateur africain, défendre, ça peut être n'importe quoi, les centrales nucléaires, les compteurs Linky. Et puis, bah voilà. Donc, vous savez, après avoir lu ce truc-là, qu'il y a toute une partie du récit que vous voyez sur Internet avec des soi-disant experts journalistes existants, mais qui sont en fait des trucs qui sont complètement construits avec un financeur qui peut être un financeur étatique, hein, voilà, une agence, quelque chose, ou bien un type privé qui est plein de fric et qui est en train de vendre son produit et donc voilà, qui paye ce genre de choses. Ouais, Et parfois, ses articles étaient même parfois signés par des noms de la rédaction du journal. oui, C'est incroyable. c'est un ghostwriter aussi quelquefois, quoi. Donc c'est-à-dire, il écrit pour d'autres, des gens qui veulent pas, qui font pas d'articles, mais qui acceptent de signer des trucs écrits par d'autres. Et donc voilà, il y a ce système-là, et on en trouve sur Figaro Vox notamment, il en a, enfin, sur un certain nombre de blogs qui sont répertoriés chez les grands journaux, et donc voilà, et ça passe. Et après, même ces articles sont cités parfois par des articles de presse classiques. Donc ils découvrent qu'on cite ces articles complètement imaginaires comme étant des références, quoi. Et donc c'est très bien. Et donc il faut savoir qu'on vit dans ce monde-là médiatiquement. Il y a des gens qui sont payés pour vous interdire d'aller voir les autres informations, donc les fact-checkers, tout ça, pour vous dire que tous les gens qui ne pensent pas comme la pensée unique, le consensus, ce sont des méchants. Et puis il y a carrément des articles complètement bidons partout qui traînent et qui sont écrits sur mesure. Petite parenthèse, enfin non, pas parenthèse, mais on va même plutôt continuer en fait. Pour dire que d'un point de vue monétaire, donc là on a parlé quand même de Big Pharma qui s'est arrosé, mais c'est évident. Mais finalement, le nombre de gens qui ont gagné du fric avec ce qui s'est passé, c'est colossal. Et même plus que du fric, mais au final, il y a tellement de gens qui ont trouvé son compte que c'est difficile de réussir à faire tomber ce qui s'est passé. Voilà, le coût supplémentaire de la crise pour la sécurité sociale française, c'est écrit dans le rapport de la Sécu, c'est 10,5 milliards d'euros. Ça, c'est ce qui était non provisionné. Donc, ils ont pioché dans la caisse plus 10,5 milliards d'euros. Donc, c'est quand même des sommes qui sont complètement colossales, même pour un pays comme le nôtre, hein. Ça se voit. Rien que la campagne des tests en 2021, c'est 13 milliards. Donc, vous imaginez le fric qui a été filé aux labos qui sont censés faire ça, mais c'est complètement colossal. Il y a des labos qui se sont montés partout de façon à récupérer ce fric-là. Enfin, ça a fait tourner cette économie-là, les laboratoires biologiques, et c'est complètement dingue. On a payé des gens à faire des tests dont j'ai montré qu'il y avait la non-corrélation qu'il y avait entre résultats de tests. Ah ouais, il y a des petits labos qui se sont fait un pognon dingue. Et voilà, donc les labos, il y a des gens qui travaillent dedans, donc c'est du fric qui a circulé. La campagne de vaccination, donc selon votre grade, hein, dans le clergé de la santé, vous pouvez gagner entre 100 € et 400 € la demi-journée de travail. Par rapport à une paye habituelle, autant dire que ça en a convaincu certains, et il y a eu des campagnes de vaccination à tour de bras, c'est qu'à le dire. Mais voilà, ça a été extrêmement lucratif pour ceux qui ont accepté de fermer les yeux et d'y participer. Donc fatalement, on fait adhérer les gens avec le fric. Il n'y a aucun problème. Et on les fait adhérer à tous les niveaux. C'est pas parce que Big Pharma s'en met plein dans les poches qu'il n'y a pas d'autres gens au milieu qui s'en mettent aussi plein dans les poches. Ouais, la rédaction de Kéros, d'ailleurs, a hésité à laisser tomber un peu le journal pendant un petit temps. Elle est piquée dans les centres, mais finalement, Oui, il y a les copains de chez Nexus qui ont réussi à faire un témoignage de quelqu'un qui a absolument pas les qualifications et qui s'est retrouvé à piquer dans des centres, enfin en tant qu'étudiant, mais c'est complètement n'importe quoi, ce qui s'est passé, c'est assez incroyable.
Il y a les agents de sécurité dans les hôpitaux. On a dépensé 60 millions d'euros par mois donc pour Ah avoir ouais. des types qui vérifiaient que vous n'étiez pas positif avant d'entrer dans un hôpital ou que vous étiez vacciné pour avoir le droit de rentrer. Ça, c'est assez dingue. Voilà, c'est-à-dire que les hôpitaux deviennent un endroit où on réussit à foutre des règles en disant que si vous êtes malade, vous rentrez pas. C'est parfait. C'est en absurdistan, quoi. La Ouais. stratégie vaccinale, on a parlé 2 millions d'euros par mois pour McKinsey, pour qu'il fasse la stratégie vaccinale. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc là, on a arrosé tout un tas de gens, hein, dans tous les cas. Et l'application Stop Covid aussi, 6 milliards et demi 6 millions et demi qui sont partis sur ce truc-là qui a servi à rien. Donc là, côté informatique aussi, il y a tout un tas de gens qui s'y sont retrouvés. En communication, il y a eu le plan spécial d'aide aux médias de 2 milliards d'euros. Voilà, donc ça, c'est 2020, je crois, de la part de notre cher président. 26 millions d'euros pour des sondages d'opinion. Ça, c'est juste en octobre 2020. Il y a un bel article dessus, vous imaginez. En fait, en octobre 2020, ils voulaient savoir ce que voulaient les gens pour le confinement, pour les piqûres, tout ça. Donc, ils ont fait des opinions. Donc, on est dirigé par McKinsey et par des sondages d'opinion. Voilà, bon, c'est la démocratie. Les entreprises ont trouvé leur compte. Il y a eu 100 milliards d'euros en 2021 pour le plan de relance des entreprises. Donc, c'est colossal. Ce qui a été donné aux entreprises, c'est tellement énorme que en 2020, on s'attendait à avoir des fermetures d'entreprises à l'appel. Et en fait, ils ont tellement arrosé de fric qu'on a eu une sous-fermeture des entreprises. Donc, c'est-à-dire que toutes les entreprises qui étaient moribondes et qui auraient dû fermer, parce que faut savoir que dans un cycle de 3 ans de création d'entreprise, une entreprise se crée et 3 ans plus tard, il y en a un tiers qui a fermé. La vie d'une entreprise, ça ouvre, ça ferme. C'est pas les trucs qui restent plusieurs centaines d'années, c'est des exceptions. Et donc, en fait, on s'attend à chaque fois à voir, il y a tout un grand nombre en France d'entreprises qui ferment, mais là, ils ont mis tellement de fric qu'ils ont sauvé tout ce qui était moribond. Ça n'a aucun sens. Voilà, donc c'était 100 milliards, c'est complètement fou. Et d'ailleurs, en 2021, on a le CAC 40 qui a annoncé avoir distribué 51 milliards d'euros de dividendes aux actionnaires, voilà, 20% de plus que l'année d'avant. On est en crise. Il n'y a plus de consommation, tout le monde est enfermé, il n'y a pas de production, tout ça. C'est pas grave. On a fait un record de dividendes, 51 milliards. Est-ce que sur ces slides, vous comprenez d'où ils viennent ces 51 milliards? Est-ce que vous avez une petite idée Puisqu'en fait, il n'y a pas de consommation. Voilà, est-ce que vous voyez un lien? Je ne sais pas. Ouais, on voit plus ou moins, ouais. Et au fait, ces 100 milliards, je ne sais pas si... Il y en a sans doute beaucoup qui ont été aussi aux grandes entreprises, quand même. Oui, ça c'est le CAC 40, c'est les 40 plus grandes C'est entreprises de ça, c'est France. ceux-là. Voilà, je sais plus, il y a eu une seule journée où ils ont filé, je sais plus, ce sera dans le bouquin, mais quelque chose comme 17 milliards aux plus grandes entreprises françaises, en fait, complètement dingue. Voilà, pour faire justement des grands projets qui feront le bien de l'humanité, je pense. Voilà, c'est plus tard. C'est pas mal, c'est un beau vol organisé. On fait semblant d'aider et au fait, on leur donne indirectement. Non, C'est mais sympa. oui, c'est génial. Et puis il y a aussi les salariés, il faut pas oublier, voilà, 27 milliards d'euros de chômage partiel. Donc, c'est-à-dire que voilà, on a dit aux gens, vous ne pouvez pas obligé de travailler, vous passez en chômage partiel et du coup, c'est l'État qui paye. Donc, vacances pour tous. Pas de jour de carence aussi, ça continue. Vous avez une nouvelle vague, là, d'ISA, vague de Covid. Oui, mais c'est que les vaccinés, parce que les vaccinés, pour eux, c'est gratuit de se faire tester. Donc, il y a la rentrée, il y a un peu de sable du Sahara, les gens sont fatigués, ils ont un peu le nez qui coule, pof, un petit test et vous avez une semaine de vacances. Et puis, il n'y a pas de jour de carence. C'est la seule maladie pour laquelle il n'y a pas de jour de carence en France. Et il faut un test. Et donc, il n'y a même pas besoin de symptômes. C'est la seule maladie sans symptômes, mais pas de jour de carence, vous avez une semaine de congé. En sachant que 70 à 80% des gens ont un bullshit job, comme disait David Graber, ça fonctionne bien. Ça fonctionne absolument bien. Et quand je parlais, il y a des problèmes de recrutement, même dans l'éducation nationale, et qu'il y a des problèmes, qu'il y a des absents, tout ça, tant qu'on maintient ça. Et puis, on a des gens qui jouent le jeu, c'est-à-dire, on en croise, on a dans nos proches, ils y vont faire leur test en disant, comme ça, s'ils remettent un pass, je suis tranquille. Mais du coup, il y a à la fois les gens sont perdus parce qu'ils n'ont plus aucune notion de ce qu'est une gravité ou juste le fait que juste les rhumes ça existe, tout ça. Ils vont faire ce genre de choses et ils entretiennent la machine. Alors ils entretiennent la machine, en plus au prix d'un test, c'est payé par la Sécu. Et donc finalement il y a une adhésion générale des gens au système pour diverses raisons. Et on a du mal à s'en sortir parce que tout le monde y trouve son compte. Voilà, avoir le droit pendant l'été indien, là, une semaine de congé supplémentaire sur la base d'un test complètement bidon sur lequel on n'a aucun symptôme, voilà, ça marche, les gens adhèrent, ils le font, et puis voilà, soi-disant nouvelle vague avec absolument aucun symptôme. C'est ce qui se passe, c'est assez fou. Et donc la corruption, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on fait adhérer les gens à un système parce qu'ils y trouvent un certain intérêt, et donc ils sont prêts à se mentir, à garder la totalité des paradoxes du système, mais voilà, pour leur petit intérêt sur le moment. Et ça, c'est assez dramatique.
peut-être préciser que tout ça, tout ce fric, ces vacances-là qui ont été payées sur le, enfin voilà, sur le dos des gens, parce que c'est avec leurs propres impôts, du coup ils ne se rendent pas compte qu'ils doivent payer, mais tout ce pognon-là qui a été dépensé, c'est dans un contexte, en plus, de campagne présidentielle de notre président qui a été réélu. Et donc on est en corruption systémique, mais en plus en période de campagne. C'est-à-dire qu'il a arrosé tout le monde à tous les étages alors qu'il faisait une campagne présidentielle. Donc là, on a quand même un problème qui devrait être d'ordre même constitutionnel. Bon, après, voilà, vous revoyez les slides où je montre quels sont les liens du Conseil constitutionnel avec McKinsey, vous comprendrez qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Mais voilà, on a quand même un problème profond de souveraineté dans ce pays où on peut avoir quelqu'un qui vide les caisses de l'État, même fait des crédits énormes auprès de la finance, pour arroser tout le monde, faire tenir les choses et derrière se faire réélire. C'est complètement fou en termes de fric ce qui s'est passé. Ouais, on peut parler aussi de l'argent qui est parti dans les forces de l'ordre. En tout cas, Oui, c'est oui. Enfin, énorme, énorme. tous les Avec... aspects. Oui, tu as entièrement raison. Mais voilà. En fait, finalement, c'est un système où il y a eu une répression totalitaire, mais il y a aussi eu le levier monétaire pour le fait de faire adhérer aux gens. Il y a tout. Et s'il y avait eu que le totalitarisme, ils n'auraient pas réussi, je pense. Voilà. Le fait que chacun y ait trouvé son compte quelque part, ça a permis au système de tenir. Pour finir, juste un point sur la stratégie du choc. Donc, moi, je l'ai lu il y a quelques années. Et donc, quand tout ça est arrivé, dès mars 2020, j'ai fait une petite vidéo qui s'appelle Le danger caché du coronavirus. La stratégie du choc, parce que ça résonne exactement avec ce qui s'est passé. Voilà, ça résonne. Et donc, dans ce bouquin-là, en fait, Naomi Klein refait le tour de les différentes stratégies du choc qui sont arrivées dans le monde, avec à chaque fois un exemple où un choc, c'est l'occasion de mettre en place un système totalitaire et où on arrose le grand capital. Donc, vous avez par exemple le coup d'État de Chili de Pinochet, pareil, donc qui a permis de mettre en place un système capitaliste de façon à récupérer le pognon de l'État pour arroser notamment des fonds américains. Il y a Soeharto en Indonésie, c'est la même chose. Vous avez la dislocation de l'URSS qui a permis à des oligarques de prendre le pouvoir et de s'arroger la totalité des ressources publiques de façon à gagner du fric. Vous avez l'élection de Lech Walesa en 90 à la Pologne qui a fait s'effondrer la Pologne, qui sortait du bloc communiste, mais où les Polonais se sont trouvés bien pire après, parce que Lech Walesa a fait rentrer des gens de chez Milton Friedman, là, les Chicago Boys, pour s'occuper de l'économie. Et donc voilà, ils se sont complètement effondrés à ce moment-là, sous les bons soins du FMI. Nelson Mandela, c'est pareil, avec la révolution d'arrivée de Nelson Mandela, mais qui a laissé le pouvoir économique aux Blancs qui étaient déjà sur place, ce qui fait que, certes, de façade, on a soi-disant une fin de l'apartheid, mais en réalité, ce sont toujours les mêmes qui ont le fric, et ça n'a pas changé. Et puis d'autres, ça, je parlais de ça, ce sont des phénomènes politiques, mais il y a aussi des phénomènes naturels, on va dire, qui sont l'occasion de changer les choses. Et l'ouragan Katrina en 2005 ou bien le tsunami de 2004, ça a été l'occasion bien de changer de pouvoir sur place et puis de laisser, de mettre des grands hôtels là où tout est ravagé, de laisser les gens dans une mer de noir et puis de s'accaparer tout le fric et le potentiel de ces régions. Voilà, c'est un choc qui, celui-là, est naturel et qui permet de prendre le pouvoir pour faire du pognon. Ouais, je pense que d'ailleurs c'est de l'ouragan Katrina qu'est née l'idée du livre. En tout cas, elle commence le bouquin avec ça. Oui, c'est d'ailleurs l'image du livre, c'est ça, c'est l'ouragan Katrina. Ouais. Qui est en effet qui est un parfait exemple, et où les gens en plus se font avoir parce qu'en fait ils envoient du fric qui sont censés aider les gens sur place, mais ça part à chaque fois chez les grands propriétaires, ou bien des gens s'arrogent ce pognon-là, et les gens du cru n'ont jamais vu un centime, quoi. En termes de, il n'y a pas eu, l'aide humanitaire est ridicule par rapport à ce qui a été envoyé et qui a fini dans les bonnes poches, notamment celle du pouvoir, du nouveau pouvoir mis en place. Mais tout ça, finalement, ça participe d'une vieille philosophie. En France, on a la trace de ce qui s'appelle les physiocrates. Donc, c'est un peu avant la Révolution française. C'est cette idée, c'est pas la noblesse, c'est la bourgeoisie qui explique que la noblesse n'est pas à sa place et que ceux qui devraient gouverner, le pouvoir naturel devrait revenir à ceux qui ont réussi dans la vie, les bourgeois, c'est-à-dire parce que ce sont eux les plus intelligents et qui méritent de gouverner les autres. Voilà. Donc, qui donnera lieu à la philanthropie aussi, on peut, Pierre. Allez. Oui. Après, on peut en discuter sur le fait qu'il y avait déjà
il n'y avait pas besoin de philanthropie avant sur le fait que normalement c'était le clergé qui s'occupait de redistribuer les choses. Enfin bref, il y a tout un discours à faire dessus. Ouais, ouais. Mais je veux juste venir sur le côté, sur la physiocratie de l'époque, qui est une modèle de pensée qui se structure à peu près au même moment que la statistique, d'ailleurs, c'est rigolo, avec Turgot, etc. La pensée économique, tout ça. Donc il y a une espèce de, il y a quand même une certaine révolution philosophique, mais voilà, avec un groupe de gens, notamment des bourgeois, qui veulent le pouvoir pour virer la noblesse, parce qu'ils auraient naturellement prouvé, c'est aussi du darwinisme un peu quelque part, Ouais. ils seraient naturellement à même de diriger les autres. Et ça n'a pas changé, hein. On a toujours ce même groupe de personnes, et qui amènent voilà, des gens à se dire qu'ils sont supérieurs aux autres et qu'ils doivent les gouverner. Ça arrive dans tous les systèmes totalitaires où on se base sur la science pour dire voilà, nous sommes plus aptes à décider ce qui vaut mieux pour vous. Et puis, on se base là-dessus. Et on reconnaît ces systèmes-là au fait, on parle beaucoup du communisme, hein, où c'était soi-disant la théorie de Marx dit qu'il y a un idéal socialiste, et donc nous, les bolcheviks, d'ailleurs, qui ont assassiné les mencheviks, qui pensaient autrement, mais bref, nous allons décider pour vous et mettre en place un système où on est plus à même de décider pour vous. Eh bien, on reconnaît ce pouvoir totalitaire aussi par le fait qu'il y a tout un tas de lois ineptes et complètement débiles qui finissent par, enfin, qui révèlent le système sous-jacent. Et là, rappelez-vous, hein, on est arrivé à des moments en France où on avait le pouvoir qui nous disait selon la science, combien est-ce qu'on devait être à table à Noël. Donc ça c'est tellement débile que ça ne peut être qu'un révélateur du fait que qu'on a vraiment des andouilles finies qui sont vraiment un système totalitaire de scientisme où ils sont capables de te dire combien tu es à table à Noël. Et il faut être 6 et pas 7. C'est complètement fou. Enfin, c'est d'une débilité sans nom. Alors on peut le fait de ne pas se rendre compte de la stupidité de ce genre de choses, mais c'est vraiment qu'on est perdu, quoi. C'est pas possible imaginez, je sais pas moi, dans les années, même un peu avant, en 2015, on vous sortait un article en disant voilà, il faut être 6 à Noël et pas 7, mais vous jetiez ça à la poubelle, vous éclatiez de rire. Et ça, c'est sorti de manière sérieuse. Mais alors, que faire si on est 7, par exemple, comme nous le demande Michel? On vous répond. C'est fantastique. Ici, Oui. on avait une perle, on avait Van Latem qui nous expliquait ce qu'on pouvait faire quand on allait aux toilettes, de ne pas tirer la chasse parce que ça risquait de faire des effluves. C'était fantastique. Vous l'avez pas eu celui-là, nous c'était vraiment. Et puis, avec les journalistes qui sont autour et puis qui applaudissent et qui écoutent ça comme si c'était la vérité révélée, mais c'est génial. En France, on a aussi eu les plages dynamiques. Donc, c'est-à-dire qu'avec nos impôts, on payait des gendarmes pour qu'ils aillent sur les plages pour demander aux gens de marcher et de pas rester assis. Mais ça, c'est même pas même les Monty Python, on n'y a pas pensé. Enfin voilà, on est au-delà de tout du ridicule, quoi. C'est complètement fou. On a aussi eu le fait dans les bars où il fallait d'abord être assis, puis en fait non, il fallait être debout. Enfin, mais on est passé par tous les stades de la débilité avec voilà, la dérive scientiste. Elle arrive au point où même quand elle est complètement dans le ridicule, elle est même plus capable de s'en rendre Ouais, compte. ouais. On a C'est dépassé 1000 grammes là. Oui, oui, on a complètement dépassé. Et finalement, enfin, encore une fois, je reprends les physiocrates dont j'ai parlé tout à l'heure, ça n'a pas changé. Ils prennent d'autres, enfin, le pouvoir a toujours besoin de se justifier en disant qu'il est légitime et qu'il est là pour des raisons scientifiques. Et le chantre de cette façon de penser actuelle, soi-disant des êtres supérieurs, des êtres qui nous sont supérieurs et qui doivent nous gouverner, c'est le World Economic Forum. Tous les ans, ils ont des nouvelles névroses pour expliquer comment est-ce qu'ils doivent diriger l'humanité. Et en effet, tous leurs articles et leur façon de penser, c'est d'aller dans ce sens-là, c'est de dire nous, les grands dirigeants du monde, les grandes fortunes qui sommes plus intelligents que les autres, méritons de devoir diriger les autres. Donc il faut mettre fin à la démocratie, ce genre de choses. Ça, c'est à peu près réussi. Et du coup, bah voilà, à l'occasion de ce qu'on a vécu, le papy Schwab, il a sorti très rapidement, d'ailleurs un peu trop rapidement par rapport à la taille du bouquin, ce truc qui s'appelle The Great Reset, où il explique que bah voilà, il faut mettre un terme à ces pays différents, à cette liberté de choisir entre les pays, et il faut mettre en place une décision mondiale, collégiale, par des gens qui sont les plus à même de penser, les plus riches d'entre nous, et qui vont prendre des bonnes décisions. Mhm. Pas sous couvert de scientisme, voilà, c'est la science qui dit, on a vu à quel point elle a été nulle pendant 2 ans, et puis qui prend toutes les décisions de santé pour aller vite, et puis qui propose aussi, hein, dedans, qu'on s'en sortira qu'à partir du moment où on aura fliqué tout le monde. D'ailleurs, c'est une belle image que vous avez là, voilà. À tout moment, il faut avoir fiché chaque personne de l'humanité pour être sûr qu'elle ne sorte pas du rang. Et puis, c'est à nous de décider de comment est-ce qu'on voit les choses sur tous les aspects.
écologie, enseignement, machin truc. C'est affligeant, hein, tout ce qui est écrit dans The Great Reset. C'est vraiment affligeant. Si vous prenez le temps de le lire, c'est Ouais. un ramassis de trucs, mais c'est du niveau même pas collège, quoi. Tu te dis, c'est pas possible d'avoir des gens qui se réunissent à Davos pour dire des inepties pareilles. Eh ben si. Donc c'est-à-dire, en même temps, c'est normal, hein, les gens qui ont du fric et qui ont réussi à la gradualité dans l'entreprise, c'est pas forcément des lumières. Voilà, à la limite, quand vous aviez été sous régime communiste, le penseur initial de ce qu'a fait cette grande dérive totalitaire, il s'appuyait sur Marx, qui au moins avait des idées à peu près. Enfin, c'était quand même quelqu'un, t'avais pas envie de rigoler, quoi. Tu lisais Karl Marx, c'était du lourd derrière. Mais aujourd'hui, c'est les types qui ont les cordons de la bourse et qui écrivent des inepties pareilles, voilà, c'est des gens, je sais pas, leur horizon du monde maximum, c'est Star Wars, quoi. Ouais. Ils Pour ceux que imaginent. pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un résumé de 3 pages qui est dans le journal, mais qui est en accès libre sur le site. Je me suis tapé le livre de Klaus Schwab et j'ai essayé de garder les meilleurs passages. C'est vrai que c'est, comme tu dis, c'est incroyable. La bêtise et les contradictions aussi. On est vraiment dans les contradictions d'un paragraphe à l'autre où il dit tout et son contraire. Et voilà, si ceux qui n'ont pas le courage de lire son livre en entier, ils peuvent aller voir sur le site de Kéros. Tout à fait. Il y a aussi 2 livres qui ont été écrits un peu plus longs. Il y a celui d'Eric Verreg et il y a celui de Modeste Schwartz, Ouais. qui explique que The Great Reset, ça s'adresse à des gens avec on va dire un QI très moyen, où il s'agit de convaincre finalement les petits capots du système. Vous savez, c'est dans ce que Hannah Arendt appelait la banalité du mal, c'est-à-dire qu'on met en place des lois débiles et puis on compte sur le fait que les gens les appliquent. Et The Great Ouais. Reset, ça s'adresse aux décideurs intermédiaires qu'il faut convaincre de l'urgence pandémique, climatique, de tout, sur lequel il faut mettre en place une ségrégation totale, le fait de mettre des verrous partout dans la société, de fliquer les gens. Donc le but, c'est juste ça. Donc voilà pour notre histoire, cette fin de notre saga, avec finalement aux manettes, quel que soit finalement le langue sur lequel on prend, il y a quand même des intérêts financiers qui sont évidents, et les intérêts financiers finissent toujours aux mains de la haute finance. On n'est pas en train on va dire de filer du fric. On n'est pas au niveau de corruption où c'est un petit maire qui favorise son entreprise de BTP. Tout ça derrière, c'est la haute finance mondiale, pas mondiale, vraiment américaine. Nous, en Occident, c'est vraiment la finance américaine avec des points de vue occidentaux américains. Il y a d'autres parties du monde qui ont d'autres liens d'intérêt, notamment la Chine. Là, c'est vraiment du côté du Parti communiste chinois, avec des intérêts et puis des guerres locales. Nous, c'est vraiment l'Occident, voilà, on l'a vu, c'est Mhm. les Ça me fait, intérêts américains. ça me fait penser, Pierre, qu'il y a souvent chez l'occidental une illusion tenace d'être persuadé que nous sommes à la fin de l'histoire et que nous sommes le modèle le plus abouti. Et quand on voit tout ce décortiquage, j'ai aussi décortiqué dans Derek Kéros tout le monde de la philanthropie, quand on voit toutes ces tentacules, ces pieuvres qui s'immiscent partout, on se rend compte qu'en fait, nous qui nous croyons tellement modernes, nous sommes dans une époque bien triste où le contrôle sur nos vies peut-être n'a jamais été aussi fort. Avec l'aliénation suprême, c'est celle de ne plus se savoir aliéner, c'est-à-dire que les gens se sentent libres alors qu'ils sont enchaînés et que, comme le disait Rosa Luxembourg, celui qui ne bouge pas ne sent pas s'échaîne. Et c'est un peu ça qui se passe et qui a réveillé certaines personnes pendant le Covid qui se sont dit « Ouh, là, il y a quelque chose qui se passe mal ». Et j'ai envie de dire que, bon, je te le dis souvent à la fin d'une émission, mais celle-là, elle me semble vraiment voilà, résumée pour la dernière émission. Je veux dire, c'est pas tout à fait la dernière, puisqu'il y aura une dixième où tu feras une récapitulation avant la sortie de ton livre aussi en janvier, mais vraiment cet élément-là permet de comprendre les 9 autres, tous ces mensonges qui ont tellement bien fonctionné. Oui, c'est ça. Et en fait, finalement, on pourrait presque résumer sur le fait que le bordel qu'on vit, c'est qu'il y a un effondrement total des contre-pouvoirs. En fait, il n'y a plus de contre-pouvoirs. Il n'y a plus personne, un groupe de citoyens, quelque chose qui peut se mettre en face et limiter la casse. C'était particulièrement vrai quand on a eu le putsch dénoncé par Aude Lancelin en France, le premier putsch de Macron, puisqu'en fait, il a mis au Parlement, de manière artificielle, des gens qui étaient des gens lambda qui venaient d'un peu partout, donc complètement dépassés, la plupart des arrivistes de première, et donc qui ont servi de chambre d'enregistrement. Ce qui fait que pendant 5 ans,
il a eu tous les pouvoirs, où les cabinets de conseil McKinsey arrivaient avec leurs lois déjà écrites, il est présenté au Parlement, et puis là, tu avais toute une armée de Playmobil, voilà, on vote, et du coup, c'est passé comme ça. On voit bien que le système s'est grippé, il a eu sa deuxième élection, mais il n'a pas eu entièrement le Parlement. Et donc, il a suffi qu'il n'ait pas tout à fait la majorité et qu'on ait des gens à droite qui considèrent qu'ils ne sont pas que des Playmobil et que même si on les aime pas et qu'on n'est pas d'accord avec eux, juste le fait d'avoir des gens qui ont un petit ego et qui se disent quand même j'aimerais bien comprendre ce qui se passe, ça suffit à freiner le système. Donc il a suffi d'avoir ce petit grain de sable qui est juste d'avoir des gens qui acceptent de se servir un peu de leur cerveau. Alors c'est pas pour autant qu'on est des copains et qui sont d'accord avec ce que je raconte, mais on voit bien que la seule chose qui importe, c'est à un moment, quelque part, d'avoir un contre-pouvoir qui puisse s'opposer. On a vu que le Conseil constitutionnel, au Conseil d'État, voilà, au Parlement, au gouvernement, etc., on n'a que des gens qui se connaissent, qui font partie des mêmes réseaux. Mais dès qu'on arrive à mettre en place un petit contre-pouvoir quelque part, ça suffit. Et donc voilà, c'est surtout ça qu'il faut conserver et essayer de retrouver sur tous les aspects médiatiques aussi, mais voilà, tous les aspects de la société, il faut réussir à remettre en place des contre-pouvoirs pour éviter à des gens de s'accaparer la totalité du fric et des décisions. Et comme on dit à ceux qui nous demandent que faire, tout le monde est capable de faire quelque chose. Si vous connaissez des gens qui pensent que tout va bien, montrez-leur cette vidéo, attachez-le au fauteuil, ce que vous voulez, montrez-leur la vidéo. Et voilà, on a vraiment envie d'entendre ceux qui disent que tout va bien, répondre à ce que tu as montré aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas de débat, hein, parce qu'il n'y a rien à répondre à ça. C'est juste des faits et ça nous prouve où on en est. Oui, ils vont dire complotiste, tu penses qu'il y a des liens d'intérêt financiers entre les différents acteurs? Ben oui, c'est dans les rapports du Sénat. Ouais. Tout est public, c'est sur Wikipédia, hein, le fait que les fonds de pension américains détiennent Big Pharma. Je vous ai montré, c'est Pfizer non, c'est par McKinsey qui se vante d'avoir des liens d'intérêt avec les industries pharmaceutiques. Ils s'en vantent, c'est sur leur site. J'étais en train de te dire, mais pourquoi ils avouent? Ils peuvent s'en vanter, visiblement, c'est bien, et personne ne se rend compte qu'il y a un conflit. On a envie de s'arracher les cheveux, quoi. Mais voilà, on peut l'écrire noir sur blanc, s'en vanter, et puis que ça bouge plus vite. Mhm. On peut te retrouver sur ta chaîne YouTube Décoder l'écho. Ton livre sortira en janvier. Et puis, nous, on se revoit. Là, ils vont commencer bientôt le direct, la suite, hein. Il y a plein de. Ici, on est dans le Gard, donc on va. Il y a eu quelques problèmes ce matin. On prévient ceux qui nous suivent. On repassera tout après parce que voilà, il y a souvent des problèmes de stream, de direct. Et là, on va continuer. C'était fantastique, Pierre, très limpide, essentiel, hein. Et donc on se retrouve, tu nous dis un peu quand, parce qu'il y aura peut-être un peu plus de travail pour faire une récap, une sorte de résumé. Et Oui, on va essayer de reprendre les 9 vidéos pour s'en servir un peu comme teaser, parce que bon, c'est quand même 9 vidéos de plus d'1 ouais, heure chacune. Donc de faire un petit résumé, au moins on pour va, dire ce qu'on présente à chaque fois, de manière plus détaillée. Voilà, on on essaiera va de bosser faire. ensemble là-dessus. Super. Super. Merci Pierre. Merci Caros, merci Alexandre, merci à tous. Puis merci à ceux qui nous ont regardés, qui étaient assez nombreux. Ouais, merci à ceux qui nous ont regardés évidemment. Partagez, partagez. Il faut que ça se sache.